Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir. Ça doit être bientôt le 20e webinaire que je fais sur ce thème. HPI multipotentiel, quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement? Parce que en effet, eh bien sur ce sujet, ce n'est pas si simple. On a tous, on va dire, des potentiels, mais des potentiels qui ont parfois un peu du mal à s'exprimer. Je reprécise que pour vous exprimer justement, vous pouvez le faire par le bouton Q et R avec le petit point d'interrogation qui vous permet, alors vous ne voyez que vos questions, que vos messages, mais bien évidemment, je vais reformuler les questions de chacune et chacun avant d'y répondre pour que vous puissiez bénéficier de l'enrichissement croisé de toutes et de tous. Voilà, j'en profite pour vous dire également que pendant le webinaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. C'est un rendez-vous d'approfondissement gratuit et sans engagement de 30 minutes. Et donc, je vous mets le lien calendly.com. Dites-moi si vous recevez bien ce lien. Et au passage, je vous le dis, comme j'ai quelques soucis avec Calendly, je ne sais pas pourquoi, mais ne mettent pas de disponibilité au-delà du 16, c'est-à-dire au-delà de demain, alors qu'en fait j'ai des dispos également jeudi 17 et vendredi 18, donc je le précise, hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien reçu le lien Calendly? Peut-être pour quelques-uns, si vous pouvez me mettre un message de nouveau par le bouton questions et réponses. Pour l'instant, j'ai pas de retour de votre part. Ou peut-être me dire que si vous ne voyez pas le message que je viens de vous envoyer, c'est pas impossible. Alors, je vais refaire, hein. On va refaire le message. Voilà. Est-ce que vous l'avez reçu? Alors, non pas reçu, pas de lien, pas vu le message. Non, je ne vois pas. Là, c'est bon. Très bien, parfait. Eh ben, on va pouvoir commencer. Donc, au passage, je précise également que, donc oui, ça commence à arriver, les spectateurs. Donc, du coup, on va pouvoir vraiment attaquer le vif du sujet. Je précise que vous pouvez vous permettre de poser vos questions toujours par le bouton Q et R. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à le faire, même pendant que j'interviens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vais partager ma présentation, comme ça ce sera peut-être plus simple, puisque j'ai préparé une petite présentation, autant que on le fasse. Voilà, partager, partager. Voilà, et si je la mets en diaporama, normalement, vous devriez voir en entier. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Normalement, vous devriez voir une diapo avec le titre et puis également mon visage dans le coin supérieur droit de votre écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Oui, très bien, super, merci à vous. Alors effectivement, quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement? Ça n'est pas si simple, en effet, ça n'est pas toujours si simple. Euh, alors d'abord au menu de ce soir, alors je vous dirai quelques mots sur moi, mais très rapide. Juste quelques mots sur de quoi parle-t-on quand on parle de HPI, parce qu'effectivement j'utilise alternativement le terme HPI et multipotentiel, et je vous expliquerai pour quelles raisons. Quels obstacles pour se définir et atteindre votre projet professionnel, on va dire en lien avec les particularités des HPI et des multipotentiels. Je ferai un petit zoom sur le syndrome de l'imposteur, qui est un sujet particulier pour les HPI. Et puis, on terminera par comment surmonter tous ces obstacles. Voilà. Et puis, j'ai mis vos questions à la fin, mais encore une fois, n'hésitez pas, vous posez vos questions au fur et à mesure. Je vais tâcher d'être attentif à vos questions et vos questions. Voilà. Donc oui, peut-être vous dire quelques mots sur moi. Je suis en fait de formation ingénieur, j'ai 59 ans. J'ai fait l'école centrale de Lyon, donc il y a une petite quarantaine d'années. Et puis j'ai commencé ma carrière pendant 10 ans dans l'automobile. Alors pourquoi l'automobile? Parce que c'était très à la mode à l'époque. Peut-être un peu moins maintenant, mais aussi, et vous verrez pourquoi ça fait le lien avec le HPI, parce que dans l'automobile, il y avait deux choses qui me fascinaient. C'était la complexité à la fois du produit et de l'outil industriel. Et ça, la complexité, les HPI adorent. Et puis, il y avait une deuxième chose que j'aimais beaucoup dans l'automobile, c'était l'école de management. C'était une grande école de management. Et ça me plaisait beaucoup.
Et puis au bout de 10 ans, eh bien j'en ai eu marre. J'avais besoin de voir d'autres horizons. Alors beaucoup de gens me disaient mais quelle idée de partir de PSA Peugeot Citroën. C'était un super poste, une super carrière. Enfin voilà, c'était le tremplin pour avoir une super carrière. Donc c'était pas du tout dans le mood d'arrêter. Alors en même temps que je vous parle, je ne suis pas bien sûr de voir si je vois vos messages. Je vais juste un instant sortir du mode diaporama parce que j'ai un petit doute. Alors, est-ce que j'ai un petit doute si je vois ou pas vos messages? Donc, diaporama, il faut que je n'utilise pas le mode présentateur. Je pense que ce sera plus sympa. Voilà. Je remets un mode présentateur. Et en même temps, je vérifie quand même que du côté de vos messages, oui, on voit le mode note. Ok, bon, très bien. Et alors là, je vais repasser en mode présentation. Ce sera plus sympa si on y arrive. Reprendre le diaporama. Eh ben alors, il veut pas. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va arrêter le partage. On va y arriver. Partager. Voilà. Partager. Et on va reprendre là où on en était. Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas, moi, le mode diaporama. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est un petit bug. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez le mode diaporama. Je vais vérifier vos questions-réponses avec vos commentaires. Bah oui, 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 effectivement. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, bon, eh ben, c'est un peu embêtant ça, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je vais agrandir déjà comme ça on verra un peu mieux. Voilà. Alors, je continue. J'en étais où? Ah ben voilà, je sais pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça qui marchait pas. Je pense que si ça, je fais ça, voilà. Non, bon, j'y arrive pas. Eh ben c'est pas grave. Donc oui, alors pourquoi j'ai fait cette diapo sur le terme HPI? Effectivement, c'est un terme qui est très ambivalent parce que le terme HPI se mesure via un test de QI en l'occurrence, et le seul test reconnu scientifiquement, c'est le WAIS pour les adultes, le WISC pour les enfants. Mais en réalité, ce dont je vais vous parler dans ce webinaire, c'est surtout les modes de fonctionnement spécifiques des HPI. Et je précise qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui est fait de rapport sur la corrélation entre le haut potentiel intellectuel et ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je le constate, moi, cette corrélation, tous les jours, avec le très grand nombre de mes clients, et que par ailleurs, on la retrouve, cette corrélation, dans la littérature spécialisée qui fait ce rapprochement. Alors je précise aussi que j'ai longtemps pas bien aimé ce terme HPI, parce qu'en fait il induit une forme de supériorité qui selon moi d'abord n'existe pas. Chaque être humain a une forme d'intelligence et une forme d'unicité, donc de raison d'être sur cette terre. Aussi parce que le terme HPI n'est pas du tout explicite justement sur ces modes de fonctionnement dont je vais parler ce soir. Et puis aussi parce qu'il véhicule tout un tas de mythes, de fausses croyances à cause de l'image véhiculée, notamment dans le cadre scolaire, qui laisserait entendre que HPI est synonyme de réussite à l'école, ce qui est pas vrai du tout. On trouve curieusement, de façon contre-intuitive, plus de décrochage scolaire chez les HPI que chez les autres. Et puis ce malentendu, il persiste aussi dans le monde du travail, où les neurotypiques sont convaincus que les HPI réussissent forcément dans leur carrière. Et ça aussi, c'est absolument pas une réalité. En tout cas, c'est pas une réalité automatique. Et c'est bien pour ça que, effectivement, je vois beaucoup de monde circuler dans mes webinaires. Alors, à contrario, il a quand même des intérêts, ce terme, il est court, donc puis il est connu. Dans HPI, il y a potentiel, et c'est bien du potentiel dont il est question dans ce webinaire. C'est l'idée, l'objectif, c'est de traduire un potentiel en une réalité. Et puis enfin, on parle de HPI. Dans HPI, il y a intellectuel, et c'est bien de fonctionnement du cerveau dont on parle ici. Alors,
Je vais donc passer les diapos comme ça, ce sera plus simple. Donc c'est quoi ces modes de fonctionnement? Alors donc désolé parce que je vous fais, j'ai pas l'animation hein, qui se fait ligne par ligne, mais c'est pas très grave. Je vais vous demander de vous concentrer sur la première ligne. Donc c'est quoi, quand on parle de différence chez les HPI, d'abord on va parler de différence en termes d'intelligence cognitive. Et donc la première différence, c'est cette capacité et c'est le goût pour le raisonnement. La deuxième différence, c'est la capacité d'analyse et de synthèse. Effectivement, d'ailleurs il a les deux, il a une forme un peu de combinaison des opposés d'une certaine façon. La troisième différence, c'est la rapidité cognitive, à la fois pour observer, pour comprendre, mais aussi pour parler parfois. La quatrième différence, c'est l'attirance pour la complexité et la difficulté. Alors ça, je pourrais vous en reparler si vous le souhaitez. Cinquième différence, c'est le goût et l'aptitude pour apprendre. Et du coup, qui conduit justement à être, à avoir une tendance à l'autodidactisme, hein, c'est-à-dire la capacité à apprendre par soi-même dans des tas de domaines. Et cette aptitude à apprendre, eh bien, elle leur confère également au HPI une grande capacité d'adaptation, qui confine parfois à la suradaptation, mais ça, je vais y revenir un petit peu après. L'autre caractéristique hein, de différence cognitive, c'est la mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la mémoire à long terme, les HPI ont tendance à avoir une mémoire encore plus développée que la moyenne. Une autre différence, c'est la facilité de compréhension des concepts scientifiques. Et puis le goût pour l'abstraction. Même si je sais que certaines et certains vont me dire oui mais moi j'étais pas très bon en maths, ok, peut-être il peut y avoir d'abord le goût pour les mathématiques, mais ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas d'élèves mauvais en maths, il y a que des professeurs qui ne savent pas s'adapter à leurs élèves. Et puis enfin, dernière différence sur l'intelligence cognitive, c'est la capacité à travailler sur plusieurs sujets, plusieurs projets en simultané. Et là, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui peut avoir des effets justement perturbants dans le choix de carrière, et même dans la carrière elle-même. Alors si j'avance un petit peu, voilà, je vais parler d'intelligence émotionnelle. Alors dans l'intelligence émotionnelle, ben oui, il y a aussi des différences. Ils vont d'abord avoir une sensibilité plus forte que la moyenne. On parle souvent d'hypersensibilité. Alors à ces sujets, j'étais à un congrès sur la neurodiversité en juin dernier, il y a à peu près un mois, et les dernières recherches en neuropsychologie semblent montrer que l'agilité mentale, je vais plus parler d'agilité mentale que d'intelligence, semble aller de pair avec la sensibilité. Et donc, il ne peut pas y avoir, a priori, d'intelligence sans sensibilité, et l'inverse semble également vrai. Il ne peut pas y avoir de sensibilité sans intelligence. En tout cas, la sensibilité est un des facteurs d'intelligence. Alors, tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes, et on pourrait en débattre pendant des heures, mais c'est une orientation quand même assez forte et assez nouvelle que prennent les neuropsychologues sur ce sujet. Alors, sur cette hypersensibilité, je fais quand même une parenthèse à ce stade parce que beaucoup de HPI sont insensibles ou semblent assez froids et déconnectés de leurs émotions. En fait, la raison principale, c'est que ils vivent des émotions qui sont tellement fortes et parfois douloureuses à vivre que par réflexe d'autoprotection, ils peuvent se déconnecter d'une partie de leurs émotions. Alors, le troisième point de cette diapo, c'est l'extra-perception des sentiments d'autrui. Alors, ça peut être parfois un peu envahissant pour eux-mêmes comme pour les personnes concernées, mais en effet, ils ont justement cette intelligence émotionnelle de comprendre les émotions des autres, de comprendre les sentiments des autres. Le quatrième point, c'est qu'ils ont des sentiments plutôt passionnés. Alors j'ai oublié de citer, pardon, le sens de l'humour en deuxième ligne. Bah oui, ce sens de l'humour, c'est parfois du deuxième, troisième, quatrième degré. Pas toujours facile à comprendre, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc je reviens au point 4, les sentiments passionnés. Bah oui, ils ont tendance à avoir une affection assez compulsive. Pour certains, ça peut conduire à certaines formes d'addiction. Voilà, c'est pas systématique, mais ça peut être lié justement à cette sensibilité-là. Ils peuvent être aussi très sensibles à l'atmosphère, à l'ambiance, les bruits, les lumières, les odeurs. Ils vont avoir aussi une tendance à l'introversion. Alors on pourrait penser que c'est un peu contradictoire, mais non, parce que justement cette introversion est une forme aussi d'autoprotection. Ils vont avoir une tendance aussi, une capacité à envisager les situations sous différents angles, différents points de vue. Et ça peut être un vrai atout. Ils ont aussi une grande capacité d'émerveillement et puis enfin une grande ouverture aux expériences nouvelles. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Si j'avance dans ma présentation, on va parler aussi de différences sur l'intelligence relationnelle. Alors en même temps, je vais jeter un œil
à vos remarques et vos questions parce que je n'ai pas surveillé depuis tout à l'heure. Alors, bonsoir Florence. Le chat ne fonctionne pas. Oui, c'est normal. En fait, vous pouvez interagir. Oui, effectivement, Christelle, j'ai un double écran. Donc, c'est ça qui fait que je pense, je me suis un peu mélangé les pinceaux ce soir. Donc, pour Florence, le chat ne fonctionne pas, mais par contre, vous pouvez interagir effectivement par le système de questions-réponses. Et donc, moi, je vois vos questions, je les reformule et je partage aussi vos commentaires, bien sûr. Je vérifie quand même s'il n'y avait pas d'autres remarques. Donc je continue ma présentation. Sur l'intelligence relationnelle, ben oui, il y a des différences. D'abord parce qu'ils vont se sentir en décalage, en différence récurrent avec, on va dire, une grande partie des personnes qui sont autour d'eux. Euh, Ils vont avoir parfois un sentiment d'enfermement et de solitude. Donc ça, c'est paradoxal parce qu'en fait, ils recherchent plutôt la connexion aux autres, mais ce sentiment d'enfermement et de solitude vient forcément du point précédent, hein, du sentiment de décalage. Ils vont avoir une propension à la compassion et l'empathie pour les autres. Alors ça rejoint cette sensibilité, parce que cette sensibilité se traduit aussi par plus d'empathie. Et l'empathie, ben, forcément, on pourrait dire qu'il y a un côté très positif, mais ils vont avoir tendance à s'oublier aussi, donc on va voir quels autres impacts ça peut avoir. Ils vont avoir tendance aussi dans la relation aux autres à poser des questions embarrassantes, parfois presque dérangeantes, des questions décalées, on pourrait dire impertinentes. Ces questions peuvent être extrêmement riches, alors c'est très utile dans mon métier qui est mon métier de coach, même s'il faut y aller avec une grande parcimonie, une grande bienveillance. Et une grande alliance avec mes coachés, mais c'est aussi, ça peut être aussi un atout et un inconvénient par certains aspects. Ils vont avoir tendance à contester facilement l'autorité qui est en place. Ils n'ont pas forcément une perception de la façon dont ils sont perçus par les autres. Pourquoi? Ben parce que ils sont persuadés qu'ils sont comme les autres. Alors, je dis ils, je parle de ils, et finalement, vous êtes peut-être tous concernés. Peut-être que certains, vous vous percevez facilement différemment des autres, mais il y a deux choses qu'il faut savoir sur ce sujet. D'abord, plus on travaille sur soi, plus on perçoit sa différence, plus on assume sa différence. Et puis la deuxième chose, c'est que quand bien même on perçoit tous les jours et toutes les minutes que font ce monde, les différences qu'on a avec le reste du monde, pour autant, on a tellement envie d'être comme les autres qu'on a tendance à l'oublier facilement, à oublier ces différences. Et c'est en ça qu'on ne perçoit pas la façon dont on est perçu par les autres. Et puis, les HPI ont tendance à être très honnêtes et très intègres, sincères et directs. Et cette intégrité, peut leur jouer certains tours jusqu'à un certain point. Ils ont aussi parfois besoin de solitude et de contemplation. Encore une fois, ça peut être sembler contradictoire avec ce besoin de connexion, mais ils ont aussi besoin, parfois, de solitude et d'isolement pour se ressourcer. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu encore? Je parle d'intelligence de différence sur l'intelligence créative aussi, bien sûr, ça c'est très important parce que ils ont une aptitude et un goût pour l'invention, la création. Ils ont un goût pour l'inventivité. Ils ont une grande originalité, une grande imagination dans tous les domaines. Alors, peut-être parfois certains me disent non, je me sens pas du tout créatif ou imaginatif, mais peut-être parce qu'ils l'ont enfoui. Mais en réalité, cette imagination elle est présente, cette créativité, elle est présente. Ils l'ont enfouie parce que justement, ils se sentent tellement en décalage dans cette créativité que ils l'ont calmée finalement. Ils ont aussi une grande curiosité qui va de pair avec l'apprentissage. Ils ont des idées inhabituelles, décalées, on pourrait dire out of the box, hein, pour être très à la mode. Ils ont une capacité à connecter des sujets a priori opposés, à marier les concepts. Alors ça, c'est particulièrement frappant chez les HPI, à combiner des choses qui semblent complètement contraires ou ne pas avoir de rapport entre eux. Et ça, c'est vraiment la source d'une grande créativité. Ils ont enfin, et je vais terminer par ça sur le fait de camper le décor, une forte humilité, un besoin d'autonomie et de liberté. Ils ont un très haut niveau d'exigence qui peut confiner au perfectionnisme. Ils sont très préoccupés par la recherche de vérité, la quête de sens. La quête de sens est vraiment omniprésente, donc ça a un impact bien sûr dans leur recherche de travail et dans leur recherche d'un travail qui a du sens. Ils aiment les défis et donc ils ont une tendance à la prise de risque, alors calculée certes, mais vous verrez, je vous donnerai quelques exemples après, que ça peut avoir aussi quelques impacts négatifs dans sa carrière.
Ils supportent pas l'injustice. Alors ça, c'est vraiment, ils ont un besoin épris de justice. Ils ne supportent pas la malhonnêteté, le manque d'intégrité. C'est ce qui est évidemment cohérent avec leur propre intégrité. Et également, ils ont tendance à avoir du mal à supporter l'incompétence. Donc tout ça peut avoir des impacts aussi dans, bien sûr, les différences relationnelles. Et puis, ce sont aussi des visionnaires, des intuitifs, ils sont aptes à la prospective et l'anticipation, mais parfois, ils voient aussi tout ce qui peut aller mal et donc ils sont perçus comme des Cassandres. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pourrais revenir si vous voulez. Et puis enfin, ils ont une grande énergie, même s'ils ont tendance à s'épuiser facilement et régulièrement. Donc cette grande énergie, parfois, elle tombe d'un coup, et c'est pour comme ça que j'entends énormément de mes contacts. Moi, j'ai eu plus de 1500 contacts depuis le début de mes contacts avec des HPI, et j'ai énormément de gens qui me disent qui sont tombés dans le burn-out. Alors Bruno, une personne hyperesthésique peut-elle ou peut-il être HPI ou ne pas être HPI? Ben, hyperesthésique, ça va avec cette hypersensibilité. Je ne vais pas dire qu'il y a un automatisme, mais il y a une forte corrélation et encore une fois, ça vient de ce que j'ai, enfin, c'est corroboré par ce que j'ai entendu dans ce congrès sur la neurodiversité. C'était le vendredi 13 juin dernier. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question, Bruno, mais clairement, ça va plutôt dans le sens de ce que vous exprimez. Alors, on va passer à la suite. C'est quoi les obstacles et les freins, donc les conséquences de ces modes de fonctionnement? Bah, d'abord, il y a cette notion d'éclectisme, d'intérêt pour mille sujets, et qui confine un peu parfois à la dispersion, hein. Effectivement, c'est comme ça que les HPI peuvent fonctionner. Donc, ils s'intéressent aussi bien au domaine technique, aux compétences humaines, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire, et au sein d'un même domaine, ils vont s'intéresser à plein de choses. Donc ils sont perçus comme n'étant pas capables de se concentrer sur un seul sujet, n'étant pas capables de devenir des spécialistes. Ils sont perçus comme ayant des difficultés à se focaliser. Et donc forcément, comme ils ont déjà du mal à se vendre, ben, ça renforce encore plus leurs difficultés au positionnement marketing, que ce soit en tant qu'indépendant ou même en tant que salarié, si je puis dire. Parfois, cet éclectisme va faire qu'ils vont avoir un projet qui est multiple, et ce projet multiple a du mal à se vendre. Là encore, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Alors, pour ma part, j'étais un peu comme ça, donc je peux vraiment vous en parler de cette difficulté de positionnement marketing, hein, à titre personnel, quand ça partait dans tous les sens. Je vais vous donner aussi un autre exemple. Quand j'ai quitté mon dernier emploi, c'était en 2015, il y a exactement 10 ans, j'étais totalement dans le brouillard. J'avais des projets aussi bien dans le conseil en innovation, dans les pédagogies innovantes, dans le coaching, dans le développement durable. J'avais envie de reprendre une entreprise industrielle. Et en fait, quand j'étais salarié, je m'étais lancé aussi dans un projet sur l'aviation d'affaires. Donc vous voyez, ça partait dans tous les sens. Et à un moment donné, c'était tellement le brouillard que ces trois mots vraiment qui me sont restés marqués dans l'esprit. J'hésitais entre pompier, astronaute et chanteur. Donc vous voyez à quel point ça peut aller. C'est vraiment quelque chose de très, qui peut être assez violent, hein, cette notion de brouillard. C'est totalement incompréhensible pour des neurotypiques, mais c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Alors, autre point qui va arriver comme obstacle pour les HPI. Alors, en même temps, je vois qu'il y a un commentaire. Oui, Bruno, effectivement, le TDA, avec ou sans hyperactivité, est une entrave de plus, hein, bien sûr. Ça vient, j'allais dire, renforcer cette difficulté de dispersion. Même s'il y a quand même des solutions sur le TDA, que ce soit médicamenteuses ou même des solutions d'accompagnement. Alors, au passage, je fais une parenthèse sur ce sujet, c'est que le HPI a tendance à masquer le TDA, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est assez c'est une difficulté supplémentaire pour ceux qui sont touchés par le TDA. D'ailleurs, je ne connais pas la corrélation, la comorbidité, comme on dit, j'aime pas ce terme, entre HPI et TDA, mais elle est assez significative, hein. Donc ça concerne pas mal de HPI qui puissent avoir en plus une coloration TDA. Alors je parle de coloration pour le coup parce que sur le TDA, et là je peux en parler facilement parce que j'ai vu une neuropsy récemment sur ce sujet qui me disait qu'il n'y a pas vraiment de notes données comme dans le HPI et de limites qui dit ben voilà, au-delà de telle note on est TDA, en dessous de telle note on n'est pas DDA. On a une certaine coloration sur le sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est la suradaptation. Effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bah, les HPI ont une empathie un peu surdéveloppée
Et aussi, ils ont besoin de se sentir acceptés et intégrés. Alors, cette empathie, ce besoin de connexion, il est lié aussi au fait qu'ils se sentent justement en décalage. Donc, pour ne pas se sentir isolés, et ce sentiment d'isolement, c'est vraiment quelque chose que j'entends énormément, et ils ont besoin de sortir de ce sentiment d'isolement, bah, du coup, ils vont faire des efforts démesurés, et comme ils ont de grandes capacités d'adaptation, ces efforts, ils sont très capables de les faire ils sont même des champions de l'adaptation pour essayer de ressembler aux autres, de gommer finalement ce qui sont des modes de fonctionnement authentiques, eh bien ils les considèrent comme des défauts à gommer, comme autant de défauts à gommer. Alors en fait, on parle même de suradaptation dans le cas des HPI. C'est comme ça, c'est aussi ce que j'appelle moi le syndrome du vilain petit canard en référence au conte d'Andersen, hein, puisque le vilain petit canard, c'était en fait un petit cygne qui était tombé dans une famille de canards et qui faisait tout pour essayer de ressembler à un canard, mais qui n'y arrivait pas. Alors en fait, ça se traduit concrètement sur leur mode de fonctionnement. Ils oublient très vite ceux qui sont plus naturels pour eux et plus authentiques pour eux. Donc au profit des modes de fonctionnement de la majorité qui ne leur conviennent pas. Du coup, ça les conduit à la fois à une forme d'épuisement et à la fois à de la sous-performance et donc une forme de frustration. Et puis au-delà de ça, il y a un moment donné où ils ont tellement donné dans la suradaptation ils n'en peuvent plus et ils vont basculer complètement de l'autre côté. Alors pas sur tous les aspects, mais sur certains aspects, il va y avoir une forme d'effet balancier. Et cet effet balancier génère parfois des ruptures de carrière qui sont assez dures à vivre et assez incompréhensibles à vivre. Et surtout, à ce moment-là, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et puis, l'autre impact, hein, quand même, c'est que sur leur envie, ils ont tendance à oublier leurs envies. Ils perdent la connexion avec toute ou partie de leur personnalité. Et c'est là où ça devient difficile de définir un projet professionnel qui leur convient. Alors parfois ils se disent non, non, mais c'est juste parce que j'ai tendance à m'intéresser à tout. Ok, mais je pense fondamentalement que cette dimension de suradaptation est peut-être encore plus forte dans la difficulté à définir le projet. Et puis enfin, dernier impact de cette suradaptation, sur leurs besoins, ils ont tendance à pas oser dire les choses, à manquer d'assertivité. Et là aussi, ça peut se traduire par de la frustration à moyen et long terme. Et cette frustration, en général, elle se traduit par de la colère. Et les émotions, je vais y revenir après, mais c'est un sujet très très important chez les HPI. Et comme en plus ce processus de suradaptation va se produire très très tôt dans leur vie, eh bien ils n'en ont pas vraiment conscience. Et puis une fois adultes, eh bien les plis est tellement marqué qu'il n'est pas du tout facile de s'en débarrasser. Aussi parce qu'on pense qu'il y a des risques à redevenir soi-même. Et ça, je pourrais vous en reparler plus en détail. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, ils se coupent de leurs émotions. Bah justement, ça fait la jonction avec ce que je vous disais à l'instant. Effectivement, les émotions sont tellement fortes qu'ils ont tendance à se couper de leurs émotions par réflexe d'autoprotection. Et donc, du coup, ils se coupent d'informations fondamentales sur leur personnalité, sur leurs besoins. Et ça, c'est donc un double effet qui se coule avec celui de la suradaptation. Alors, dans mon cas, par exemple, moi, je m'étais longtemps interdit d'aller vers le domaine de l'éducation et de l'accompagnement humain d'une façon générale, parce que je voulais absolument pas faire comme mes parents. J'avais une forme un peu de d'opposition avec mes parents, parce que je crois que ils ne me comprenaient pas ou ils avaient peut-être du mal avec moi. Et donc cette opposition m'empêchait d'aller vers quelque chose qui leur ressemblait, mais qui quand même me plaisait fondamentalement. Alors je peux pas dire que j'ai fait de l'éducation, je fais du coaching, mais vous voyez à quel point ça peut aller. Et puis j'ai l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée d'une cinquantaine d'années, hein, dont la famille attendait d'elle qu'elle fasse de grandes études et un métier comme médecin ou ingénieur, mais qui au fond d'elle-même, elle souhaitait surtout aller vers une carrière d'artiste, en particulier elle voulait devenir chanteuse. Et ce n'est qu'en faisant, en l'aidant à se reconnecter à ses émotions, que ce projet artistique lui est réapparu à l'esprit 40 ans plus tard, et surtout qu'elle a osé se lancer dedans. Alors, une question, une remarque. Je vais y arriver. Voilà. Une question ou une remarque. Oui, Omar, j'ai découvert dernièrement que l'on peut être extra introverti, ambiverti. Je me retrouve dans cette description. Oui, effectivement, et ça, c'est vrai que sur les caractéristiques, parfois, ce qui nous semble un peu étonnant, c'est que on pense être. Alors, quand je vous dis on va vite, on est éclectique, etc. Ben, vous pouvez aussi trouver un peu l'inverse. On a tendance à être un peu les deux opposés à la fois. Et ça, c'est aussi ce qui caractérise les HPI, c'est de combiner parfois les opposés.
Donc merci Omar pour la remarque, c'est une remarque très juste. Donc pour reprendre ce que je disais sur les émotions, voilà, donc se reconnecter à ces émotions, c'est très difficile parce que ça présente beaucoup de risques. Hein. C'est risqué de retrouver les douleurs que l'on retrouvait ou les ennuis aussi quand il s'agit de colère, quand on vivait ces émotions extrêmement fortes. Alors la quatrième raison qui fait que c'est difficile aussi d'avancer sur son projet professionnel, c'est justement c'est que les projets des HPI sont atypiques eux-mêmes. Alors ils sont ils visent des postes ultra polyvalents, des missions complexes, des environnements et des projets multiples, évolutifs. C'est un peu tout l'inverse de ce que cherche la majorité. Et aussi c'est un peu tout l'inverse de ce que proposent les entreprises. Ou alors quand les entreprises proposent ce genre de poste, c'est justement qu'il y a un peu un loup. C'est soit qu'ils vendent quelque chose qui n'existera pas, soit c'est que ils sont pas du tout clairs dans leur esprit et que in fine il y aura qu'une seule dimension qui sera vraiment réelle dans le poste promis. Et ça, les HPI s'en rendent pas compte parce que pour eux, ils se disent ah ben enfin j'ai trouvé exactement ce que je cherche. Mais il faut reconnaître aussi que de plus en plus d'entreprises et de recruteurs cherchent un peu le mouton à cinq pattes, mais qui en fait n'est pas vraiment la solution. Alors, je lis en même temps. Catherine, quelle préconisation pour se reconnecter à ses émotions et oser être soi-même? Je vais y arriver après, Catherine, dans les solutions. Alors, je suis un petit peu en retard, mais c'est promis, je vais y répondre. Qu'est-ce que je peux dire encore sur les projets atypiques? Ils peuvent avoir des projets multiples. Et un projet multiple, c'est vraiment quelque chose qui est pas acceptable a priori dans le monde professionnel. Et même quand on est entrepreneur, souvent on vous dit, mais il faut savoir se focaliser sur une seule cible. Et ça, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vise en tant que HPI. Et donc, du coup, comme on est très empathique et qu'on respecte un petit peu le regard des autres ou qu'on est dépendant du regard des autres, eh bien, on va abandonner ce projet atypique. Alors, je vais lire les autres remarques, je vais y venir un petit peu après. Ils ont tendance aussi à abandonner vite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme exemple là-dessus? Je dis souvent qu'en fait, les HPI vont vite en tout. Ils ont tendance à envoyer, y compris pour envoyer leurs projets aux oubliettes, leurs idées et leurs rêves. Alors, si en plus une majorité de leur entourage leur dit mais non, non, c'est complètement ridicule, ça a aucun sens, etc., ils sont assez facilement dans cette tendance-là. Disons que, comme le dit l'adage, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, j'ai accompagné à ce sujet un ingénieur de mon école d'ailleurs, qui à plusieurs reprises dans sa carrière a complètement changé d'orientation, en cumulant à chaque fois plusieurs changements assez radicaux. Et en fait, il m'a dit, pendant le coaching, il m'a dit qu'il regrettait finalement d'avoir pris ces décisions un peu radicales, ces grands coups de barre à droite, ces grands coups de barre à gauche, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'est mis en situation de grand danger, parfois en échec, de grand inconfort, on va dire, avec des conséquences sur sa carrière. Hein. C'est-à-dire que, bah voilà, c'était une non-réussite. Mais il y a une autre conséquence aussi, c'est qu'il n'a pas vraiment pu tirer d'enseignement de ces diverses expériences, parce qu'il n'avait pas assez persévéré sur certains aspects, ou alors parce qu'il y avait trop de changements et il savait pas lesquels étaient mauvais et ou lesquels étaient bons pour lui. Et puis pour ma part, il m'est arrivé une histoire étant vraiment tout gamin. J'avais dû dire à mes parents, après une chute sur un téléski, j'étais tout gamin, que je ne referais plus jamais de ski. Et pourtant, aujourd'hui, j'en fais encore et je suis passionné. Donc comme quoi, j'aurais pu passer à côté d'une grande passion. Alors, ils ont tendance aussi à penser ne jamais être prêts. Bah oui, parce que ils ont un tel haut niveau d'exigence, ils sont tellement perfectionnistes, ils adorent apprendre, et donc c'est facile de se dire qu'ils doivent encore acquérir une compétence de plus avant de se lancer, que ce soit comme salarié ou que ce soit comme entrepreneur. Moi, quand je me suis lancé comme consultant, comme coach consultant, j'étais dans une véritable addiction aux formations. Alors j'ai tout fait, hein, innovation, créativité, éducation positive, psychologie positive, facilitation, neurosciences cognitives, management libéré, processcom, PNL, coaching individuel, coaching d'équipe. Alors je vous passe hein, tous les détails, la conduite du changement, etc., etc. Bah oui, parce que on se dit non, non, on n'est pas encore assez compétent. Et alors je regrette pas hein, toutes ces formations, elles sont toutes utiles, mais j'aurais aussi bien pu me lancer peut-être un peu avant, avec moins de formation, parce que je sais que on apprend aussi en faisant. Et puis derrière cette addiction à se former se cache aussi une forme de peur, hein, c'est la peur d'aller se vendre, la peur d'oser se mettre en avant.
Et le même processus existe quand un HPI salarié imagine solliciter une promotion vers un nouveau niveau supérieur, ils se sont jamais suffisamment prêts. Donc, et comme en plus il n'ose pas exprimer ses besoins, eh ben, il se retrouve effectivement un peu dans la cinquième roue du carrosse. Et puis, il y a un autre aspect qui est quand même important, c'est que leur cerveau envahissant les freine dans l'action. Alors concrètement, comment ça se traduit? En fait, un petit peu à l'image de ce hamster dans sa roue, hein, qui tourne en continu, parfois il réfléchit à des tas de choses, à toutes les éventualités, dans toutes les directions, mais il sait plus forcément à quoi ça sert de réfléchir aussi loin. Ce qu'il sait, c'est qu'il a tendance à s'auto-entraîner à réfléchir à toutes les éventualités. En fait, il adore penser. Et donc ce temps de pensée mange sur le temps d'action. Donc ça, c'est la première conséquence. Mais aussi, ces pensées le conduisent à imaginer tout ce qui pourrait tourner mal. Et donc c'est la deuxième raison qui freine à aller dans l'action. Alors, je vous avais dit que je vous parlerais du syndrome de l'imposteur. En fait, il y a quatre facteurs qui jouent sur ce syndrome de l'imposteur. Il y a le haut niveau d'exigence. Il y a le sentiment d'être toujours en décalage, incompris, rejeté, qui fait que effectivement, on se sent incompétent par rapport aux autres, puisque justement, tout le monde nous renvoie une image de quelqu'un qui est un peu bizarre, anormal, etc. Il y a la peur de l'échec et de ses conséquences potentielles. Donc ça rajoute au syndrome de l'imposteur. On se dit non, non, mais on n'est pas compétent. Et puis enfin, il y a la sensibilité à la valeur de l'honnêteté et de la sincérité qui fait que on se dit mais comment pourrais-je moi affirmer avec mon haut niveau d'exigence que je suis compétent, que je suis prêt, si jamais il se passe quelque chose de pas bien, à ce moment-là, ce serait contradictoire avec mon honnêteté et ma sincérité, et donc je risquerais d'être contraire à mes valeurs. Or, ce syndrome de l'imposteur, eh bien, il a de grandes conséquences, hein, c'est qu'il empêche d'exprimer vos potentiels. Alors, je jette un petit œil en même temps à vos remarques et vos questions, parce que je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Oui, j'avais dit à Catherine que je reparlerai des émotions. Je vais en reparler juste après. Bruno, donc tous les TDA ont des boulets propres à chacun, des difficultés non identiques. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas répondre à votre question. Il faudrait vraiment qu'on précise un petit peu la question. Les HPI trouvent des motivations dans l'action. En agissant peut-être, on est plus créatif. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que les HPI trouvent des motivations dans l'action? Oui, mais encore faut-il effectivement ne pas être freiné dans l'action. Mal soutenu par les proches nous enlève notre motivation. Bien évidemment, Bruno. Ça, le soutien des proches peut être essentiel, mais en même temps, comme on sait qu'on peut pas obtenir beaucoup de soutien de beaucoup de proches, eh bien, il faut aussi apprendre, ça c'est une des clés que je vous dis, il faut aussi apprendre à entretenir votre automotivation, parce que oui, les HPI ont une automotivation qui est très importante. Alors, j'en arrive aux solutions. Comment surmonter ces obstacles? Ça, c'est la course d'obstacles du 110 mètres haies. Donc, la première clé, apprenez à mieux vous connaître. Ben oui, parce que même si les HPI sont assez facilement dans l'apprentissage, la découverte, la connaissance, etc., ils sont facilement, et j'imagine que pour vous tous, peut-être vous n'avez pas beaucoup découvert de choses dans tout ce que je vous ai raconté, mais il n'empêche quand même que aller un peu finement dans cette compréhension de ces modes de fonctionnement et de leurs impacts combinés dans votre contexte professionnel, ça, c'est pas toujours aussi simple. Surtout que, encore une fois, apprendre à connaître, c'est une chose, l'assumer, c'en est une autre. Et en fait, c'est la deuxième clé, c'est apprenez à mieux vous accepter, mieux vous assumer. Là, c'est vraiment peut-être l'obstacle le plus difficile, parce que en effet, comme je vous disais, eh bien, il y a des risques à assumer comme on est. Euh, et puis en plus, comme il peut y avoir un déni de différence, puisque on associe ça au HPI et que le HPI c'est quelque chose qu'on veut pas, dont on veut pas entendre parler, c'est connotation d'être supérieur, connotation d'être peut-être aussi rejeté par jalousie, etc. Ce qui est juste, hein. Tout ça fait qu'il peut y avoir un déni de différence. Et puis, encore une fois, être différent, c'est le risque d'être encore plus rejeté. En réalité, ce risque, il n'existe pas puisque de toute façon, vous êtes déjà perçu comme différent. Donc ça, c'est peut-être une des clés que je vous donne ce soir. Il veut pas se sentir supérieur. Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit, parce que effectivement, il y a des fausses croyances autour du HPI. Et puis, la suradaptation, encore une fois, elle est tellement ancienne qu'il est assez difficile de se débarrasser d'une tactique qui, pendant des années et des années, des décennies, vous a aidé à survivre. Et en fait, ce travail d'acceptation de soi nécessite vraiment d'être accompagné par un tiers, par quelqu'un qui connaît bien ce sujet,
qui comprend bien la situation des HPI. Et ça nécessite aussi de porter un regard plus positif sur soi pour éviter d'être dans une logique d'auto-jugement permanent, de critique négative de ces modes de fonctionnement spécifiques. Donc ça passe par un travail sur l'estime de soi. Et là, je fais un zoom, mais le travail sur l'estime de soi ne peut pas se faire n'importe comment. Un coach neurotypique va pas pouvoir accompagner efficacement un HPI ou un neuroatypique parce que le neuroatypique, le HPI, va vraiment décrypter les techniques ou les tactiques de travail sur l'estime de soi qui sont un peu dans l'incantation et dans le verbe, et donc il va dire mais non non ça j'ai compris la mécanique, donc moi me répéter que je suis quelqu'un qui a de la valeur, ça fonctionnera pas, et en effet ça fonctionne pas bien. Donc ça passe par d'autres aspects que j'aurais pas le temps de détailler ici. Et pour répondre à Catherine justement sur les émotions, ben, c'est un peu pareil, travailler ces émotions, c'est le point suivant que j'ai sur ma diapo, de vous reconnecter à vos émotions. Eh bien, oui, parce que pourquoi se reconnecter à vos émotions? D'abord parce qu'elles ont des informations très importantes à vous apporter, et aussi parce que d'une certaine façon, c'est comme ça que vous allez apprendre à mieux les gérer. Et en fait, se reconnecter à ces émotions, moi j'ai utilisé des tas de techniques classiques avec mes coachés, mais qui ne fonctionnent pas bien. Parce que les émotions des HPI sont tellement fortes et tellement rapides qu'elles arrivent trop vite pour être contrôlées de façon classique. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à les anticiper, il faut apprendre à les gérer autrement. Alors là aussi, je peux pas trop rentrer dans le détail, Catherine, mais j'ai développé des techniques et des tactiques vraiment spécifiques pour les HPI sur ce sujet. Je voudrais avancer un petit peu parce que j'arrive près de la fin de mon webinaire. Le quatrième axe, c'est d'apprendre à canaliser votre cerveau. Alors ça peut sembler totalement contradictoire parce que bah, le cerveau qui se contrôle lui-même, faut être un peu schizophrène, mais en réalité, c'est quand même quelque chose de possible. D'abord, par exemple, par le biais des activités physiques. Alors, vous allez me dire, c'est assez classique ça pour le coup. Oui, mais avec un petit détail, c'est que il vous faut des activités physiques de type fond, type marche, course, vélo, etc., et qui nécessite un engagement très intense. C'est ça la condition pour le HPI, de réussir à apprendre à contrôler son cerveau. La deuxième chose que je vous suggère sur ce sujet, bah, c'est d'utiliser votre cerveau sur des activités ludiques pour en quelque sorte dépenser son énergie débordante. Moi, j'ai utilisé beaucoup les jeux de société, les jeux de réflexion, les petits jeux sur ma smartphone. Alors attention à l'addiction, hein, certes, mais n'empêche que parfois ça m'aide bien. La troisième tactique que je vous donne, c'est d'apprendre à mieux comprendre aussi le fonctionnement de votre cerveau. Par exemple, le fonctionnement de l'attention. Ça va vous aider, en quelque sorte, de façon là encore un peu schizophrénique et ubiquitaire, à finalement contrôler votre cerveau une fois que vous savez de quoi il a besoin, en quelque sorte. Et puis, moi, l'autre conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à se concentrer sur les autres. Se concentrer sur les autres, c'est une tactique qui fonctionne bien, à condition de s'assumer pleinement et d'avoir suffisamment d'estime de soi. Et ça, eh bien, c'est le point précédent dont je vous parlais. Et puis, c'est aussi d'apprendre à ne pas se juger par rapport à ce fonctionnement bouillonnant. C'est une autre façon d'alimenter le travail autoréflexique, enfin, de se juger, de dire, oh là là, mais que je suis nul, mon cerveau qui est trop bouillonnant. Bah, déjà, si vous arrêtez de vous auto-juger, eh ben peut-être que le cerveau lui-même va éviter d'alimenter cette machine. Et puis enfin, alors enfin, c'est pas tout à fait le dernier point, j'ai dit ajuster vos croyances parce que oui, comme toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement professionnel, on a tous des freins. Je vais vous donner peut-être quelques exemples. Hein. J'avais une de mes clientes, elle avait la croyance que pour réussir dans la vie, il fallait prouver aux personnes qui sont totalement opposées à son mode de fonctionnement qu'elle était capable de s'interfacer à eux. Et donc, elle était systématiquement engagée dans des missions, dans des jobs, dans des directions, des services ou des entreprises où elle se retrouvait en face de personnes qui étaient vraiment toxiques parce qu'ils étaient complètement opposés à elle. Et c'est en prenant conscience de cette croyance et en apprenant à réajuster cette croyance qu'elle a réussi à choisir des environnements humains qui lui convenaient vraiment. Et pour ma part, eh bien, c'est un ami de longue date, hein, coach et dirigeant de l'école de coaching que j'ai suivi, qui a identifié en fait que dans ma difficulté à avancer dans mon projet, je craignais de ne pas plaire en proposant mes services. Ma croyance limitante, c'était du style, on n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression.
Et en fait, il m'a aidé à transformer cette croyance en une croyance qui était plus performante pour moi. C'était une croyance du style, si tu convaincs pas certains prospects, eh ben, c'est qu'ils sont pas pour toi. Et ça a été vraiment extrêmement révélateur pour moi. Alors, quand on vous le donne comme ça, on va dire en produit fini, ça paraît très simple et très facile, mais en général, on la trouve pas forcément si facilement. Et là encore, l'effet miroir du coach est extrêmement utile. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je vous ai mis également? Faites-vous accompagner? Ben oui, parce que l'accompagnement, c'est le regard externe qui vous aide à prendre conscience vraiment de qui vous êtes à l'intérieur, et puis avec un regard le plus bienveillant possible. Alors, comment moi je fais pour vous accompagner dans ce cadre? Eh bien, j'ai deux méthodes. J'ai du coaching individuel, de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Alors je précise qu'il est 19h14. Si vous voulez partir avant la fin, ou en tout cas à 19h15, il n'y a pas de souci. Je pense terminer dans les 5-10 minutes à peu près. Voilà, c'est pour vous situer si jamais vous êtes pris par dans votre agenda. Et en même temps, je jette un petit œil à vos questions à Myriam. Est-ce que les HPI vont être plus dans un numéro qu'un autre dans l'énéagramme? Ou plus les mêmes lettres que d'autres dans le MBTI? Alors, excellente question. Très honnêtement, j'ai pas d'éléments de réponse fiables sur ce sujet. Il y a peut-être des études qui ont été faites, il y a peut-être des coachs qui ont des réponses là-dessus. Moi, pour ma part, il me semble, mais ça n'est pas prouvé par des études, que on les retrouve un petit peu partout. Alors, dans le MBTI quand même, il me semble qu'ils sont plus dans l'introspection, dans le INT, je crois, on les retrouve plus dans le INT, mais là encore, c'est deux mémoires que je vous cite ça. Dans les néagrammes, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Aurélie, Test Insight est intéressant pour analyser les autres et soi-même. Oui, alors il y a le Success Insight, je crois que c'est la roue des couleurs, hein, les quatre couleurs, rouge, vert, jaune, bleu. Même si moi je me souviens que quand j'avais fait ce test il y a quelques années, je me retrouvais un peu dans les quatre parties du cercle. Voilà, merci Aurélie. Donc j'avance. Accompagnement individuel, accompagnement collectif. Alors je commence par l'accompagnement individuel. Oui, je propose du coaching c'est du coaching professionnel, hein, qui peut donc être financé par l'entreprise, l'employeur. Alors je le précise ici parce que j'ai énormément de mes clients qui me disent oui, mais Cyril, moi, je peux pas me permettre de me demander à mon employeur. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'en fait, ils se font un peu une image de ce que pense leur employeur d'eux-mêmes. Ils se font une image de la difficulté à poser la question, parce qu'ils osent pas exprimer leurs besoins, et de la réponse potentielle. Parce que bien souvent, ils réalisent, et en fait, ils en ont un petit peu conscience, que leur employeur tient énormément à eux, et qu'en fait, ce serait bien difficile pour eux de refuser une demande de coaching. Donc ça, je le précise parce que, mine de rien, un coaching, c'est quand même un budget, et donc pouvoir se le faire financer par son employeur, c'est quand même très important. Voilà, alors c'est des séances d'1h30, à peu près toutes les 2 à 3 semaines, mais ce que je voulais préciser, c'est que c'est des coachings qui sont très rapides. Un coaching de HPI, souvent, dans 90% des cas, au bout de 5 séances, on a quasiment terminé. Donc c'est pas du tout comme les coachings classiques qui peuvent prendre 10 à 12 séances, et encore, au bout de 10 à 12 séances, on n'a pas fait le même travail qu'en 5 séances avec un HPI. Alors, les autres spécificités de mon coaching, d'abord, comme tout bon HPI, moi j'ai une combinaison un peu d'opposés. Donc d'abord la combinaison entre l'exigence et la bienveillance. Bienveillance parce que c'est très important pour compenser votre propre tendance à être dans l'auto-jugement en permanence. C'est aussi pour vous aider à restaurer votre estime de vous. Et puis quand même exigence parce que vous êtes exigeant vous-même, et puis vous avez un niveau d'exigence dans vos objectifs et dans vos rêves. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est très important en tant que coach que je vous accompagne par ma propre exigence à atteindre vos propres objectifs qui sont élevés, et peut-être à renouer avec vos rêves. Donc, comme je vous disais, en matière d'estime de soi, j'utilise des techniques spécifiques parce que les techniques classiques ne fonctionnent pas bien. C'est un peu la même chose dans la gestion des émotions. Une autre spécificité de mon coaching, c'est que je passe beaucoup de temps et vous éclairer quand il y a vraiment une zone d'ombre pour vous, une zone aveugle, à vous éclairer sur l'explication du fait de vos modes de fonctionnement. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'un HPI a besoin de comprendre pour pouvoir avancer. Et puis j'ai aussi cette aptitude à combiner à la fois une écoute profonde, vous laisser une forme de liberté dans l'élaboration parce que cette élaboration arborescente elle est très importante, et en même temps à savoir recadrer de temps en temps pour ne pas perdre de temps dans le coaching.
Voilà, mes spécificités. Et puis l'autre dimension de l'accompagnement, c'est l'accompagnement collectif et ça prend la forme d'une masterclass, une formation. Alors le but c'est quoi? C'est comprendre vos modes de fonctionnement spécifiques, en faire apprendre à en faire des forces, bénéficier d'un bilan personnalisé, identifier vos forces parce que chacun a des forces différentes, c'est clarifier vos objectifs professionnels, les rendre réalisables et identifier des pistes pour les atteindre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, même nos objectifs, on a du mal à les formuler. Je sais que ça arrive même des fois en coaching. C'est aussi la masterclass et la formation en collectif, c'est l'appui du collectif pour vous engager durablement dans l'action. Parce que ça, c'est pas toujours facile de s'engager dans l'action et surtout de s'engager durablement, d'aller au bout des choses. Terminer le geste, c'est pas quelque chose de facile pour le HPI. Et puis enfin, bien évidemment, cette masterclass, l'avantage, c'est de bénéficier d'un réseau durable, de confiance, de personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent, avec qui partager et pourquoi pas avec qui construire. Alors, il se trouve que ce soir, il y a une personne dans les participants qui était participant à la dernière masterclass à Paris, donc il pourrait en parler facilement, mais on n'a pas le temps malheureusement. Voilà. Concrètement, c'est quoi? C'est 4 journées en présentiel. Alors, au passage, je précise que je fais cette masterclass en mode en école inversée, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'une petite vingtaine de vidéos ressources sur une vingtaine de thèmes, de modes de fonctionnement. Et donc, quelque part, l'intérêt de cette masterclass, c'est que vous apprenez l'essentiel des contenus de la formation en dehors des sessions de formation. Et donc, les temps de face-à-face pédagogique sont surtout destinés à des échanges et à des mises en pratique très concrètes autour de ces sujets. Voilà, c'est des groupes de 6 à 10 maximum, 6 minimum, 10 maximum, pour vraiment avoir un groupe avec une dynamique de groupe, mais en même temps limité pour pouvoir avoir une relation individuelle avec chacun. Et puis, donc, c'est 2 sessions par an, une à Lyon qui va démarrer le 25 novembre prochain et une à Paris qui va démarrer le 24 mars 2026. Voilà. Je vous redis que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous gratuit, individuel, téléphonique avec moi. Ça peut être d'ailleurs en visio si vous le souhaitez. C'est 30 minutes, c'est sans engagement. Et donc le lien, je vous l'avais mis dans je vous l'avais mis dans le chat, enfin dans les messages plus exactement. Je vais vous le remettre d'ailleurs. Voilà. Alors, hop. Voilà, ça c'était le petit message complémentaire que j'avais pas envoyé, mais voilà le lien. Alors, je vais retourner voir vos messages et j'avais également des petits messages personnels. Alors, CPF, non, malheureusement, Aurélie, pas de possibilité de CPF. Il faut inscrire la formation dans un répertoire, le RNCP ou d'autres répertoires. C'est très compliqué, très lourd et ça, moi, je rentre pas là-dedans. Ludovic, est-ce qu'informer un employeur de notre multipotentialité lors d'un recrutement est salutaire ou non? Très très bonne question. Je dirais moi d'une façon générale non, très clairement parce que c'est encore mal connu. Alors avec un petit bémol, parce que parler de multipotentialité, peut-être que c'est un petit peu moins connoté que HPI, mais le problème c'est que multipotentiel c'est encore moins connu que HPI. Moi, ce que je vous recommande sur ce sujet, c'est plutôt de parler de vos modes de fonctionnement spécifiques, de parler de vos spécificités, dire que vous savez que vous êtes quelqu'un d'exigeant, vous savez que vous êtes quelqu'un de rapide, vous savez que vous êtes quelqu'un d'arborescent, etc. Oui, pour aider à la relation aux autres, mais pas parler de HPI en tout cas. Alors, il y a Emmanuel au passage qui est présent aussi dans ma masterclass qui me dit je ne peux que recommander la formule masterclass pour l'avoir suivi au premier semestre sur Paris tellement enrichissant. Merci beaucoup Emmanuel, vraiment quelqu'un de formidable que je recommande aussi d'ailleurs. Alors les tarifs, je les ai sur mon site internet, mais en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est pour les 4 journées, en tarif entreprise, si c'est votre entreprise qui finance, c'est 2 000 euros. Si vous êtes indépendant et que vous vivez de votre activité d'indépendant, c'est 1 600 ou 1 500, je crois, 1 500. Et si vous êtes en autofinancement, si c'est vous qui vous autofinancez, ce sera 1 200 euros. Voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout pour la masterclass. Alors, j'avais des petits messages personnels. Je vais quand même prendre le temps de les citer, mes messages personnels. Voilà, je ne sais pas si tout le monde est là. Et il y avait Baptiste. Alors, le message pour Baptiste, et si vous n'aviez pas besoin des autres pour accueillir vos émotions, et si vous pouviez le faire par vous-même, et si vos émotions devenaient vos plus grandes alliées demain, qu'est-ce que ça vous inspirerait? Alors Aurélie, justement, qui s'est pas mal exprimée, et si démarrer dans un nouveau domaine que vous ne connaissez pas était justement une condition
pour renouveler votre énergie et votre motivation. Et si repasser par une phase de découverte et d'apprentissage était un bon moyen pour canaliser votre cerveau envahissant. Voilà. Si jamais vous avez besoin que je vous renvoie le petit message individuel, je vous le renverrai. Vous pouvez me mettre un petit mail, hein. Chantal, quand vous dites finir toujours en deuxième lors des processus de recrutement, et si c'est parce que vous candidatiez au mauvais endroit ou au mauvais niveau, qu'est-ce que ça vous débloquerait dans vos recrutements? Olivier, si cette peur de perdre quelque chose d'important en sollicitant une mutation, qu'elle soit interne ou externe, si cette peur était liée à la perception négative ou dégradée que vous avez de votre valeur, juste parce que vous êtes différent. Valérie, si pour intégrer votre différence au plan émotionnel, il fallait commencer par accepter vos émotions, votre sensibilité, que vous avez tendance un petit peu aujourd'hui à rejeter, et si pour ça vous aviez besoin d'un coach spécialisé en HPI. Christophe, et si toutes les raisons qui vous empêchent de définir et mettre en œuvre votre nouveau projet professionnel n'étaient que le reflet de vos peurs, qu'est-ce que ces peurs auraient à vous apprendre? Alors, il y a un Cyril normalement dans l'assistance. Et si tu étais plus sélectif dans tes relations externes à l'entreprise pour éviter les problèmes relationnels ou de te lasser? Et si tu déléguais plus les relations qui ne te conviennent pas? Ingrid, et si pour retrouver un emploi intéressant et enrichissant, si vous n'aviez pas besoin de faire des efforts considérables ou de vous conformer à un système qui ne vous convient pas? Et si c'était possible rapidement, comment ça influerait sur votre façon d'aborder le sujet? Martin, et si la jalousie dont vous faites l'objet n'était pas acceptable, et s'il était normal au contraire d'accepter votre façon différente de réfléchir et de fonctionner, comment ça changerait votre propre regard sur vous-même? Catherine, qui s'est pas mal exprimée, et si votre sentiment que le monde de l'entreprise est hermétique à votre profil était biaisé par la nature des interlocuteurs que vous avez rencontrés dans ce domaine jusque-là? Et si vous choisissiez vos clients pour parler de complexité? Karine, vous m'avez beaucoup parlé de vos peurs, et si elles étaient pour vous encore des atouts, comment vous aideraient-elles à franchir le pas du changement? Et si un coaching pour vous ne pouvait être efficace sans un coach lui-même HPI? J'insiste un peu là-dessus, mais je pense que c'est très important. Florence, et si t'engager dans tes différents changements et redevenir toi-même n'était pas contradictoire avec tes valeurs d'empathie, d'humilité, de respect des autres, qu'est-ce que ça te permettrait d'engager? Myriam, alors je vous confirme hein, que vous n'êtes pas normal au sens de pas comme tout le monde. Donc, et si s'ennuyer au bout d'un an était normal pour vous, ou plus exactement, et si vous choisissiez des missions ou des projets qui vous correspondent plus? Voilà. Nathalie, et si vous commenciez vraiment à écouter vos envies, vos besoins, vos valeurs profondes, plus que les attentes et les conseils des autres, qu'auriez-vous à apprendre sur vous-même? Bruno, qui s'est pas mal exprimé aussi ce soir, et si être mieux rémunéré dans votre travail et vos potentiels, par rapport à vos potentiels, même si c'est pas votre objectif premier, constituait une clé pour renforcer votre estime de vous. Alors ça, c'est un sujet, le rapport à l'argent, hein, dont je parle beaucoup dans la masterclass. Et donc, le rapport paradoxal à l'argent. Et donc, pour sortir de l'auto-sabotage et du regard des autres, et pour réussir votre projet professionnel multiple, voilà. Et si, donc, pour sortir de l'auto-sabotage et du regard des autres, eh bien, ça pouvait passer peut-être par cette meilleure rémunération. J'en ai plus que trois. Diane, et si pour réussir vos projets, il vous suffisait juste de mieux comprendre et assumer vos différences pour vous adresser aux bonnes personnes et de la bonne façon. Et c'est un petit peu le même message pour Christelle. Votre avenir au sein de votre groupe dépend d'abord de votre aptitude à faire comprendre à des neurotypiques vos différences, vos forces, vos atouts qui sont très originaux. Et donc là aussi, à vous les approprier. Et puis enfin, Ludovic, et si pour convaincre une entreprise de vous proposer un contrat, il fallait commencer par mieux assumer qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que ça vous inspirerait? Voilà, alors je jette un œil au dernier message. Euh, Aurélie, avoir conscience de ses compétences transférables, ouais, de ses valeurs. Ok, très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions ou des remarques? Et sinon, eh bien, on se retrouve éventuellement à partir de demain. Alors, j'ai reprécisé hein, que si vous allez sur le lien Calendly, il n'y a pas de dispo le 17 et le 18 juillet, mais si vous avez besoin de prendre un rendez-vous le 17 ou le 18 et sur un horaire qui vous convient, ben, vous m'envoyez un petit mail. Je vais vous remettre mon adresse mail, mais de toute façon, je vous envoie le lien vers le replay dès ce soir. Donc, du coup, vous aurez mon adresse mail. Mais vous pouvez m'envoyer un mail et en me mettant bien évidemment
le jour et l'heure de rendez-vous qui vous conviendrait et je tâcherai d'y répondre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Omar, merci beaucoup pour le webinar. J'aimerais refaire la masterclass en mars 2026. Eh ben avec plaisir, Omar, grand plaisir. Merci, merci, merci. Il est vraiment super sympa, Omar. Nathalie, merci. Je te dois une vidéo, Emmanuel. Oui, exact. Je te renvoie les éléments. Exact, je te renvoie les éléments. Olivier, merci pour le webinaire. Très bien, parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation et puis un très bel été au passage, hein. J'imagine que pour certains, il va peut-être y avoir un peu de vacances bien méritées. Bonne soirée à vous. Au revoir.